bonjour à tous. Highlander est parmi nous. Quelle horreur. Vous avez vu le film Highlander? Le retour des nuques longues, les épaulettes qui n'en finissent pas, les grosses voitures qui consomment 20 litres au 100, les années 80 dans toute leur splendeur, des années d'avant l'Internet, des années d'avant les salades en quinoa bio, un moment où on imaginait que, quelque part, vivre pour toujours, c'était un peu l'ultime Graal. Et c'est un peu ça que nous propose Highlander. C'est la question de la vie pour toujours, c'est aussi la question de la santé pour toujours. Et c'est ça dont nous allons un petit peu parler. Alors on me demande à partir de là d'essayer de vous faire rêver. Alors projetons-nous à Paris en 2084. En 2084, à Paris, les vicissitudes de la COP21 sont déjà très loin. La ville est devenue une ville verte, il n'y a plus de voitures, on y respire bien. C'est un peu le monde des Teletubbies, si je peux dire. Mais en fait, c'est aussi un monde où le médecin, ce chaman moderne, exprime tout son pouvoir. C'est un monde où, enfin, on a appris à combattre un certain nombre de maladies qu'on considère comme les fléaux de notre époque. C'est un monde, par exemple, où on a défini des protocoles permettant de réduire les plaques amyloïdes qui créent la maladie d'Alzheimer. C'est un monde où on a des bactéries qui vont pouvoir attaquer les cellules cancéreuses sans abîmer celles qui sont autour. C'est aussi un monde où on répare. Et réparer, ça veut dire ajouter des pièces, ça veut dire transformer. Et c'est un peu ça qu'on fait lorsque, par exemple, on imprime sur mesure et en 3D, et pour un coût relativement faible, des prothèses. Et des prothèses qui non seulement, comme c'est le cas de nos jours, redonnent de la mobilité, mais des prothèses qui redonnent aussi la sensation du toucher. C'est un monde où les interfaces cerveau-machine sont suffisamment développées pour permettre aux sourds d'entendre, aux aveugles de voir. Ça paraît presque comme une prophétie biblique, on dirait. Et c'est vrai que dans ce monde-là, des choses qui déjà débutent de nos jours, comme l'impression en 4D des implants de cornée, mais tout ça c'est devenu courant. La 4D, c'est un implant de cornée qui va s'adapter à son porteur. C'est au bout d'un moment une façon de faire fusionner le carbone et le silicone, ce qui est notre corps et ce qui n'est pas notre corps. Et petit à petit, à mesure que la frontière de notre corps se floute, à mesure que notre humanité s'étend à d'autres objets, à des devices, à des prothèses ou des orthèses, petit à petit, on a l'impression qu'on vit mieux, on a l'impression qu'on est plus humain. Et c'est ça, le monde de 2084. Alors peut-être qu'une chambre d'hôpital, à ce moment-là, ressemblera à ça. Je ne développe pas beaucoup plus parce qu'on est quand même dans la futurologie très prospective, et puis parce que j'espère que parmi vous se trouvent ceux qui vont rendre ces rêves possibles, ceux qui savent, j'espère mieux que moi, quelle technologie, à quel horizon de temps et pour quel coût va nous offrir quoi. Alors cette chambre d'hôpital qui est derrière moi, c'est probablement plus la chambre de l'hôpital américain que celle d'un dispensaire à Jakarta, mais c'est quand même une façon, une raison de rêver. Alors, on va dire que pour essayer de comprendre les enjeux, pour essayer de comprendre les questions de notre monde en 2084, j'aimerais faire un petit saut dans le passé. Après tout, Highlander, c'est celui, si vous avez vu le film, c'est l'homme des flashbacks. Faisons un petit flashback en 1384. 1384, les hôpitaux ressemblaient à ça. Alors ça, c'est la version pour les touristes si vous visitez l'hospice de Beaune. En fait, il faut imaginer la même chose avec les draps lavés une fois par an, 4 malades par lit. À une époque, on ne connaissait pas le phénomène de la contagion, et donc on mettait un tuberculeux à côté d'un lépreux, et puis on s'étonnait qu'ils partagent un peu tout, y compris leurs symptômes, y compris leurs maladies. Et en fait, 1384, c'est à peine une trentaine d'années après un phénomène qui a transformé le Moyen-Âge, qui a transformé l'Europe. C'est ce qu'on a appelé plus tard la Grande Peste Noire. En 5 ans, 25 millions de morts. En 5 ans, presque la moitié de l'Europe a disparu. Vous imaginez le traumatisme. Et ce qui est le plus traumatisant, ce n'est pas seulement l'ampleur du désastre. Ce qui est traumatisant, c'est le fait qu'on ne comprend pas
parce que c'est seulement au XIXe siècle qu'on découvrira la bactérie qui est la cause de la peste et qu'on saura que ça vient par une puce qui elle-même vient par un rat. Jusque-là, on ne sait pas. Regardez l'allégorie de la peste derrière moi. La peste, c'est la mort qui vient sans raison, la mort qui est partout, la mort qui rôde. C'est la grande faucheuse. Et pour conjurer la peur de cette mort, qu'ont fait les humains? Les Européens, eh bien, ils se sont appuyés sur une croyance qui, à l'époque, était universelle en Europe et qui est la croyance dans une vie après la mort. Et ce qu'ils ont dit, c'est finalement la mort du corps. Ce n'est pas si grave, ce qui compte, c'est la vie éternelle. Et puis, le plus important, ce n'est pas tellement d'être malade, c'est de ne pas être damné. Une façon de se jouer de la mort, une façon de la mettre à distance, une façon de ne pas avoir peur. Et à y bien réfléchir, si nous revenons à notre époque, est-ce que ça n'est pas ce que nous faisons nous-mêmes? Je vous le disais, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Tout ça, ça apparaît presque miraculeux. Finalement, on peut avoir l'impression que notre technologie, celle que nous développons, celle qui sera très développée en 2084, quelque part, elle fait des miracles. Et c'est vrai que nous sommes dans une société du zéro défaut. Nous sommes dans une société où, au prix d'une pirouette réductionniste, on considère que, quelque part, tout se calcule et que si tout se calcule avec les big data, l'intelligence artificielle, tout s'anticipe, et si tout s'anticipe, tout se prédit, et finalement, il n'y a plus de risque. Et dans cette société du zéro risque, du zéro défaut, dans cette société belle, lisse, propre, digitale, eh ben, le seul truc qui fait encore vraiment tâche, c'est qu'il y a des gens qui meurent par millions tous les ans. Alors, ce que nous vendent quelque part les sociétés de biotechnologie, ce que nous vend quelque part tout ce monde de la technologie comme rêve, c'est la promesse de la vie éternelle. Alors, pas l'immortalité façon Avenger, du gars qui meurt jamais, parce qu'on peut toujours passer sous un bus, mais ce qu'on appellera la sénescence négligeable, c'est-à-dire une vieillesse qui est tellement lente qu'en fait on ne se voit pas vieillir. Et comme ce qui compte, c'est avant tout les apparences, si je ne me vois pas vieillir, j'ai l'impression que je suis immortel. Mais c'est vrai que ce monde-là, on se rend compte que c'est à la fois un rêve que beaucoup caressent, enfin ça fait quand même la pleine page de plein de magazines, on se rend compte aussi que c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. En fait, le vivant n'est pas forcément une machine biologique qu'on répare. On se rend compte qu'on a réussi à étendre l'espérance de vie en éliminant les causes de mort prématurée, les accidents, les maladies, les guerres, qu'en revanche, on a beaucoup de mal à étendre la durée de la vie. Même le record de Jeanne Calment est en ce moment largement remis en question. Peut-être que le vivant, c'est un peu plus compliqué que tout le reste du réel auquel on est habitué à s'affronter. Et dans cette situation, on peut peut-être essayer de prendre un peu de recul et se demander, on va dire en utilisant un peu un mantra que vous devez connaître, que connaissent tous les entrepreneurs, qui est « Start with the why ». Commencez par vous demander pourquoi. Finalement, pourquoi voudrait-on vivre très longtemps, 500 ans, 1000 ans? Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle « In Time » en français, « Time Out » en anglais. Ça, c'est un peu le mystère du marketing d'Hollywood. Et dans ce film, en fait, le temps, c'est vraiment de l'argent. C'est-à-dire que les gens très riches vivent 1000 ans, les pauvres risquent de mourir demain, faute de temps à leur compteur. Et on se rend compte, et ce film le décrit assez bien, je trouve que c'est extrêmement intéressant, ce film décrit bien à quel point, au bout d'un moment, si j'ai 1000 ans à vivre, c'est une somme énorme, j'ai absolument pas envie de la perdre, et je vais tout faire pour ne prendre aucun risque. Conduire une voiture de sport, ça va pas, c'est beaucoup trop dangereux. Se baigner dans l'océan, mais vous êtes dingue, j'ai quand même pas perdre 1000 ans à cause d'une noyade. Et au bout d'un moment, le danger, c'est que la vie se transforme en survie. Et c'est ça le danger. La question, c'est, faut-il ajouter des jours à notre vie ou faut-il ajouter de la vie à nos jours? Et moi, je pense que la seconde version est quand même beaucoup plus intéressante. Parce qu'il ne faut pas oublier, et si vous avez vu ce film Highlander, comme d'autres, Highlander, ça se traduit Los Inmortales en espagnol, mais Immortel, c'est aussi un film de Bilal. Si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, si vous avez vu Dracula, vous vous apercevez que ce que nous disent tous ces mythes, c'est quelque part que l'immortalité peut aussi être une malédiction. Et qu'en fait, l'immortalité, elle a un prix. Et ce que nous dit le film de Bilal, si vous l'avez vu aussi, c'est un film remarquable, c'est que l'immortalité, à un moment, elle tangente à quelque chose de l'ordre du religieux.
Et la question, c'est sommes-nous vraiment prêts à ça? Et je pense que nous sommes effectivement affrontés à ces questions qui sont, alors qu'on soit croyant ou pas, et de quelle que soit la religion, hein, mais qui sont des questions de l'ordre du spirituel. C'est lorsqu'on décide, à partir des biotechnologies, de se transformer. Je vous parlais de réparer l'humain et non plus de le soigner, ce qui, à mon avis, est un glissement sémantique qui pose quand même un certain nombre de questions. C'est vrai que la tentation, c'est de faire ce que proposait Pic de la Mirandole, c'est-à-dire sculpter sa propre statue. Un peu, je ne suis pas assez grand, grandissons. Je ne suis pas assez fort, rendons-nous plus forts. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a certains côtés extrêmement positifs, à pouvoir corriger des imperfections, à pouvoir ne pas être, on va dire, prisonnier du sort, prisonnier de la naissance. Mais à un moment, on voit bien que ce monde-là peut nous induire, peut nous entraîner vers des rêves qui sont des rêves soit utopiques, soit un peu dystopiques. Et d'autant plus que tout ça, beaucoup d'entre nous, dans une société qui est quand même une société des technologies individuelles, la personne qui passait avant moi comme orateur racontait bien à quel point nous sommes individualisés comme clients, comme consommateurs. Eh bien, effectivement, dans cette société-là, on a l'impression que chacun regarde son évolution, son corps, son immortalité. Mais le destin de l'humanité, c'est un destin collectif. Et à partir du moment où on utilise les biotechnologies et la génétique, on va toucher des choses dans l'humain qui vont nous amener à une évolution sur la durée. Et c'est là qu'on passe d'une évolution subie à une évolution choisie, ce que veulent un certain nombre de personnes qui promeuvent un humain en transition, un humain qui un jour pourrait devenir post-humain. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est une destinée collective. Or, cette destinée collective, la question c'est où voulons-nous aller ? Parce que finalement, pour la vie, il y a deux façons de se perpétuer. La reproduction ou l'extension. La reproduction, vous voyez ce que c'est. Chaque génération est un tout petit peu différente de la suivante. Ceux parmi vous qui ont des enfants savent que leurs enfants ne sont jamais exactement ni comme eux, ni comme ils espéreraient qu'ils soient. Mais c'est ça qui fait que, quelque part, l'humanité s'adapte, que l'humanité évolue. Dans ce cas-là, effectivement, on est plutôt dans l'extension. Je préfère moi pour toujours que les enfants des enfants de mes enfants. À un moment, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver dans quelque chose qui serait une forme d'impasse de l'évolution? Alors dans ce cadre-là, pour moi, la vraie question, c'est que manque-t-il à l'homme qui justifie le surhomme? Parce que pour que dans une société, il faut qu'il y ait des surhommes, il faut aussi qu'il y ait des sous-hommes. La question, c'est jusqu'à quand la Déclaration universelle des droits de l'homme s'appliquera-t-elle à tout le monde, à tous les humains, qu'ils soient augmentés ou pas augmentés? Les prophéties de certains auteurs à la mode vous disent bien qu'effectivement, cette fragmentation un peu feuilletée de l'humanité va faire que les couches inférieures n'auront pas forcément les mêmes droits que les couches supérieures. À ce moment-là, tout le monde va vouloir être au-dessus du millefeuille et la tentation, c'est que chacun coupe les branches qui ne vont pas vers le ciel et qu'à un moment, à partir du moment où on s'est fixé une direction, on élimine tout ce qui ne va pas dans cette direction et qu'on se corrige, on s'améliore pour ressembler à notre idéal. Au prix, bien entendu, de la diversité. Cette diversité étant non seulement l'apanage de l'humanité, étant une caractéristique de l'humanité, mais cette diversité étant peut-être aussi notre passeport pour la survie. Parce que le fait que certains soient doués pour telle chose et d'autres pour d'autres, que certains résistent bien au froid et d'autres au chaud, tout ça nous donne la possibilité de nous adapter à tous les changements, là où des espèces extrêmement spécialisées ne survivent pas à une évolution de leur environnement. Et donc, en fait, on est dans ce cadre-là où, à un moment, si on lit cette citation du frère d'Aldous Huxley, effectivement, 2084 risquerait terriblement de ressembler à 1984 ou à Gattaca, pour reprendre le titre d'un film du même réalisateur que celui de tout à l'heure. Un monde beau, un monde lisse, un monde parfait, mais finalement un monde foncièrement inégalitaire. Alors, je vous avais dit que je vous ferais rêver. Là, c'est un peu Black Mirror quand même. On est un peu dans la dystopie. Je ne suis pas là pour venir semer la panique, bien au contraire, juste pour voir quelles sont les conditions pour s'assurer que notre rêve reste un rêve et ne devienne pas une dystopie, ne vire pas au cauchemar. Et peut-être que la première chose, c'est de se dire que tout réside dans le rapport que nous avons avec ces technologies de la santé, du vivant, avec ces biotechnologies. En effet, il est une tendance courante chez l'humain de vouloir créer quelque chose, comme cet objet, le placer en face de lui,
commencer à l'admirer, voire le révérer, voire le vénérer, et espérer en retour que cet objet ou cette technologie lui apporte la sécurité, la santé ou le salut. Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionnent les totems au milieu du village, que fonctionnent les idoles, que fonctionnent les veaux d'or. Ma question, c'est est-ce que nos technologies ne sont pas quelque part nos nouveaux totems? Le problème, c'est que dans un totem, je vous parlais des peurs tout à l'heure, on exorcise notre peur de la mort, mais en même temps, on se met aussi sous la coupe de nos peurs. En faisant ça, en ayant un rapport un peu faux, où on laisse la technologie prendre le pas, eh bien, le problème, c'est qu'à un moment, on finit par abdiquer une partie de notre liberté, alors que, paradoxalement, on a l'impression qu'on n'est plus libre. Face à cette voie qui me semble être une impasse, j'en vois une autre, qui est celle de considérer la technologie comme une icône. Alors pas forcément une icône religieuse, ça peut être l'icône que vous avez sur votre smartphone, mais l'icône, c'est le signe d'une incomplétude assumée. L'icône, elle ne se substitue pas à la réalité. L'icône, ça n'est pas l'application. L'icône, c'est juste la porte d'entrée vers un univers qui, en l'occurrence, va être celui d'une application ou celui de quoi que ce soit, vers une espèce de ce que Nietzsche aurait appelé un arrière-monde. Et qu'est-ce qui fait l'arrière-monde de nos technologies, notamment des biotechnologies? Eh bien, c'est notre santé collective. Quelque part, c'est notre projet de société, c'est même notre projet de civilisation qui se bâtit à travers ça. Moi, la question que je vous poserai, ce n'est pas tellement quelle technologie avez-vous envie de mettre en œuvre, c'est quelle société voulez-vous bâtir à partir de ces technologies? Et en voyant ainsi la technologie comme la porte d'entrée vers un projet qui est un projet collectif, eh bien, on est amené à quelque part repolitiser la technologie, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'en fait, on va replacer la technologie au centre de la polis, c'est-à-dire de la cité en grec, c'est-à-dire qu'en fait, on va replacer la technologie au cœur des débats. La technologie n'est pas neutre, la technologie n'est pas affaire de techniciens, la technologie est une question qui doit quelque part nous habiter tous et dont on sait qu'en fait, elle va, qu'on le veuille ou non, façonner le monde dans lequel nous vivons. En faisant cela, on s'offre la possibilité de choisir notre avenir. Vous voyez, on peut ressembler à l'une ou l'autre de ces représentations, soit très futuriste, soit se souvenir que déjà de nos jours, la malbouffe et le surpoids sont des causes de maladies, voire de morts bien plus graves que la malnutrition dans beaucoup de pays. Et qu'à un moment, eh bien, il va falloir qu'on prenne les choses en main. Ça nous permettra aussi peut-être d'éradiquer un certain nombre de pandémies dont pour certaines, on n'arrive pas encore à les traiter, mais dont d'autres, comme la malaria par exemple, le paludisme, on sait très très bien comment les traiter. En fait, la question, c'est repolitiser la technologie. Ça permet à chacun d'entre vous, si vous êtes acteur de cette technologie, de choisir vos combats. Ça permet de se recentrer, d'allouer des moyens, d'allouer des ressources sur ce qui sont des vrais combats. Voulons-nous une vie parfaite pour un tout petit nombre ou voulons-nous une santé publique pour le plus grand nombre? Voulons-nous emmener quelque part l'humanité, amener l'humanité quelque part? Et en fait, c'est un petit peu ça que nous serons amenés, c'est ce choix que nous sommes amenés à poser, maintenant si on veut que 2084 ressemble à ce que nous espérons, c'est-à-dire des choix de carrière, des choix d'allocation de ressources, des choix de consommateurs, des choix d'investissement, de façon à ce que l'on puisse effectivement soigner la totalité de l'humanité. Et en fait, le rêve que j'aimerais vous proposer, c'est un rêve qui est moins basé sur ce motto qui consiste à dire « go fast and break things », aller vite et casser un peu tout. Non, c'est le contraire. Je prendrai juste, pour terminer, un proverbe africain qui dit « si tu veux aller vite, marche tout seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble ». Merci.